Hop, ça y est, c'est lancé. Bonjour à tous. Bienvenue du coup à ce webinaire dédié au digital nomadisme. N'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou avec vos micros, à participer et à poser plein de questions. Alors, pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Amélie Favre-Guité, je suis la fondatrice de Talent Management Group qui comprend plusieurs marques commerciales, dont Madircom et Pimp My Career, qui est la raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous ai mis mon lien vers mon profil LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on reste connecté. Si vous avez d'autres questions par la suite, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Au programme aujourd'hui, on a prévu plein de petites choses. On va parler un peu de l'image répandue du côté digital nomade, qui n'est pas forcément toujours une image très positive. On va également parler des métiers possibles en tant que digital nomade, des bonnes pratiques, parce que c'est aussi important de savoir équilibrer sa vie, que ce soit en termes de choisir les lieux de travail qui sont les plus adaptés, de comment gérer son temps. Comment on peut aussi créer des opportunités pour vivre de sa passion en tant que digital nomade, parce que oui, c'est possible. On va également aborder comment savoir si on est fait pour être digital nomade, parce que tout le monde n'est pas forcément fait pour ça. Et on va essayer d'ouvrir plein de perspectives d'avenir pour le digital nomadisme. Voilà un petit peu tout un programme. Premier élément que je vais aborder avec vous, c'est déjà un petit peu la définition et l'image un peu répandue du digital nomadisme. On a tous un peu en tête, quand on a entendu parler peut-être pour la première fois de digital nomade, s'imaginer que la personne, on l'imagine en étant une personne très cool, qui est avec son ordinateur, son smartphone, qu'elle a les pieds dans le sable, qu'elle est face à la mer en train de siroter un petit cocktail de fruits dans un pays tropical. C'est un peu des fois les images, les clichés qu'on a sur le côté très digital nomade, et que forcément c'est une personne qui a un rythme de travail assez faible, parce qu'elle a forcément des revenus passifs qui s'accroît et qui lui permet de vivre en ne bossant presque pas. Voilà, ça c'est les clichés, les clichés qui sont très répandus. Par contre, alors, on vante de plus en plus effectivement le digital nomadisme. Ça a des avantages, c'est vrai, on peut voyager sans limite, on peut faire le tour du monde si on le souhaite, on peut être totalement indépendant, c'est vrai, on peut se fixer des horaires de travail, oui, c'est vrai, on peut être son propre patron, c'est vrai aussi. On peut faire le choix de travailler à distance depuis n'importe où, on peut choisir son lieu de travail, on peut avoir une vie personnelle très épanouie en étant digital nomade, mais il y a aussi plein de contraintes. La contrainte, c'est que potentiellement, on peut aussi avoir des revenus irréguliers, on peut peut-être vivre et travailler tout seul, il faut savoir faire face à plein d'imprévus, il faut aussi se transformer en commercial parce qu'il va falloir faire sa propre prospection pour trouver des missions ou des clients. On doit aussi renoncer, quand on est digital nomade à temps plein, j'entends, avoir cette vie un peu sédentaire qu'on a habituellement, son logement, en termes de santé, de protection sociale, c'est pas toujours évident non plus. Il faut aussi entreprendre pas mal de démarches administratives parce qu'en termes de statut juridique, de fiscalité, de régime social, il y a aussi pas mal de choses qui sont aussi importantes à prendre en ligne de compte quand on est digital nomade. Et puis, faire dépendre tout son travail, ça va aussi dépendre de la qualité de la connexion interne, donc toutes ces connexions Wi-Fi, et ça peut aussi parfois faire rater certains événements familiaux. Mais bon, après, c'est aussi une question d'organisation. Donc, il y a forcément du bon et du moins bon. C'est une nouvelle méthode de travail. C'est une nouvelle méthode de vie, en fait, le côté digital nomade. C'est aussi d'arriver à concilier les deux, le côté perso et pro en un seul endroit. Il y a une certaine liberté derrière ça, mais qui est forcément très bien organisée et structurée. Sinon, c'est vite un peu le bazar. La définition, elle est assez facile. C'est digital nomade, du coup, ça va être une personne qui travaille à distance grâce à tout ce qui est nouvelles technologies. C'est une personne qui peut travailler de n'importe où dans le monde. Elle n'a pas forcément de bureau fixe. Et ça peut être un entrepreneur, ça peut être un freelance, ça peut être un employé qui travaille en télétravail et qui, de temps en temps, une fois par semaine, une semaine, un mois ou plus, décide de partir loin pour travailler. Et ça peut être aussi une personne, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de la retraite
et du prolongement, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont retraitées et qui souhaitent voyager tout en continuant à travailler. Donc, il y a aussi de plus en plus de personnes qui font ça. Ça, c'est on a défini un peu ce qu'on entendait par digital nomade. L'idée, c'est de voir un petit peu les différents métiers qui sont possibles. Est-ce que vous pensez à des métiers Est-ce que déjà j'ai parmi la salle des digital nomades ou des personnes qui y songent? N'hésitez pas à me le dire dans la discussion, dans le chat, ou directement d'ouvrir vos micros, vous avez le droit. Moi, je peux dire que, disons que depuis 3 ans, j'ai quitté les grands groupes de télécom. J'en ai fait 3. J'avais fait Orange Business en France, puis Tata Communication et Telstra. Et je suis passée dans le monde du software, et donc avec des boîtes de 200 personnes où il n'y a pas de bureau. Donc, j'habite à Londres, je m'occupe du marché français. Donc, je pense que je suis salariée. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait salariés, je me suis dit, oui, je suis bien une digital nomade salariée. Donc, j'ai un bureau à la maison, j'ai une maison en France, et voilà. Mais je reste quand même dans un monde bien salarié, protégé. Non, je ne suis pas non plus… Par contre, oui, à la retraite, j'y pense aussi, à continuer ça en étant un peu plus aventureux. Comme je suis dans la tech, c'est vrai que ça ne me fait pas trop peur, mais je suis intéressée aujourd'hui pour savoir quelles sont les problématiques que les autres voient et que moi, je ne vois peut-être pas, parce que ça me paraît très naturel. Moi, dernière expérience professionnelle m'a un peu dégoûtée des grands groupes. Alors, j'en suis sortie. Heureusement, c'est doucement, en fait, parce qu'ils ont cassé un peu les efforts des équipes Europe occidentale pour aller vers l'Asie, tout simplement. Et ça m'a laissé le temps, moi, de me former à autre chose, et notamment un truc qui est une passion, donc la navigation. Donc, je suis capitaine de navire aussi, maintenant. Et pour faire une transition douce, je me suis transformée en formatrice de capitaine de navire. Et donc, j'interviens que sur 3-4 mois par an pour l'instant. Alors, j'ai de la chance. Ça s'est mêlé avec voilà, des naissances, hein. J'ai des jumeaux en bas âge. Mais du coup, mon taf, il n'est pas toute l'année. Ça ne me remplit pas un revenu complet du tout pour l'instant. Mais mon avenir, ce serait justement l'image d'Épinal que tu as décrit du digital nomadisme. C'est ça mon avenir. Moi, je désire un catamaran avec une partie famille, une partie de la clientèle, dans les beaux endroits, et en même temps savoir travailler avec tout ce que j'ai pu mettre en œuvre dans les grands groupes jusqu'à présent pendant plus de 20 ans. Donc, une capacité de travail réelle sur ordi et tout. Et j'ai des amis qui ont passé le pas parce que avec des amis skippers, leur épouse était voilà, avec une psychologue, elle vit maintenant sur un kata et elle fait son travail depuis son ordi. Et ça, c'est une amie proche. Et en fait, j'en connais pas mal qui fonctionnent très bien, même avec des métiers normalement qui se font de visu, voilà, qui ressemblent un peu à du coaching, de l'accompagnement, hein. Une psychologue, et mon avenir, c'est plus dans les grands groupes maintenant. Je me suis laissée abîmer mon enthousiasme dans le dernier, et j'ai pas très envie de me retenter. Et puis aujourd'hui, le plaisir, il est ailleurs. Donc voilà, c'est les espaces, c'est être sur l'eau, donc c'est ce qui va être sympa. Ouais, puis même pour ce grand groupe, comme c'était même avant Covid, on avait une possibilité de télétravailler autant que l'on voulait. Moi, j'habitais sur un voilier. Alors, j'habite à Antibes. Donc, j'habitais sur un voilier pendant 2 ans. Bah, je bossais depuis mon ordinateur, sauf que bah, je voyais des oiseaux, je sentais la chaleur du soleil sur moi. Oui, je devais changer de bord quand il y avait trop de soleil. Je dirais des petites contraintes comme ça, mais sinon, tu es en capacité de travailler et de vivre. Et mes amis n'étaient plus au travail parce que c'était plus un lien social que je recherchais. Justement, le lien social professionnel de la machine à café, bah, je l'avais avec les voisins de bateau. Au port. Oui, c'est déplacé sur une autre catégorie. Ouais. Après, je pense que moi, à titre perso, je le vois aussi comme j'allais dire une définition un peu élastique, cette définition du digital nomade, parce que, j'allais dire, moi, ça fait 20 ans que je le fais, parce qu'on se déplace beaucoup. Alors, on est un petit cabinet de conseil qui fait des enquêtes d'opinion dans le domaine de la santé.
Et on a toujours été à travailler de droite et de gauche. Et quand on est en déplacement, on travaille de la même manière. Alors, à l'époque, avec une clé 4G, une clé 3G, et au fur et à mesure, voilà. Et aujourd'hui, on est en réflexion. Enfin, on a sauté le pas entre guillemets de donner du télétravail. Et donc, les salariés, on n'est pas nombreux, hein, on est six sur la partie française, ont tous au moins un jour de télétravail, et on est passé à la semaine de 4 jours et demi. C'est-à-dire que tous les 15 jours, ils ont leur vendredi pour eux. Maintenant, j'allais dire, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut aller plus loin que ça encore, et moi, j'avoue que j'aime bien venir au bureau, j'aime bien les voir, j'aime bien être avec l'équipe. Et au final, bah voilà, pour moi, la définition, elle est presque. Ah, je ne sais pas si je suis toute seule, mais j'ai perdu Julien. Ouais, moi aussi. Ouais, nous aussi. Ça, Elle est presque un peu restrictive, parce qu'un salarié une journée par semaine en télétravail, j'allais dire, il est déjà digital nomade, quoi. On t'a perdu un petit peu, Julien, entre les deux. Non, je disais, comme on a des salariés qui sont en télétravail au moins un jour par semaine, j'allais dire, ils sont déjà digital nomades. C'est-à-dire que c'est pas forcément 100%. Ouais. Mais là, l'idée, c'est de voir comment, effectivement, si on passe à 100%, est-ce que ça va convenir à tout le monde, ou est-ce que dans ces cas-là, on n'a pas ce qu'on appelle du flex office, c'est-à-dire pour les collaborateurs qui auraient du mal à ne pas avoir de collègues, à ne pas avoir de relations professionnelles. Dans ces cas-là, envisager un flex office, c'est-à-dire dans un coworking, d'être entouré de personnes, ça peut donner une impression de recréer une ambiance de travail. Ça peut être des solutions. Et c'est très sympa. D'ailleurs, moi, en habitant sur ce voilier, je revenais vers mon entreprise qui avait fini par louer des locaux chez Régus, tu vois, voilà. Donc, et j'ai sympathisé avec d'autres personnes qui sont avocats, qui ont d'autres métiers, en fait, hein, mais c'était dans un environnement professionnel que je pouvais retrouver à ma guise. Et j'avoue que c'est assez agréable, et que si on coupe complètement les ponts, si quelqu'un n'a pas un lieu agréable comme j'ai pu avoir pendant un temps, on va se retrouver à bosser chez McDo pour voir des gens, ça c'est pas terrible, tu vois. Ouais, non. Parce qu'il y a Wi-Fi et parce qu'il y a des gens, voilà. Donc ça c'est pas, voilà, il faut quand même qu'il y ait un côté agréable et sociable. Donc le 100% ne convient généralement pas, parce qu'on s'enferme, comme on s'est enfermé pendant le Covid chez soi et que c'était compliqué. Ça dépend des personnalités. Il y a des personnalités qui ont besoin de se lier et d'autres de se concentrer et de créer. Mais pour toutes celles qui ont besoin de se lier, c'était délétère. Oui, totalement. Et on le voit, hein, même les digital nomades à distance, ils se regroupent entre eux. Il y en a plein qui louent des maisons pour être ensemble, pas être tout seul. Donc c'est aussi des tendances. Voilà, le besoin de lien, il est quand même là malgré tout, quoi. Petit tour un petit peu des métiers possibles, mais j'ai envie de dire, on en a plein des métiers possibles aujourd'hui à réaliser. On a les métiers, on va dire, traditionnels associés au digital, on va dire, on a le côté informatique, le marketing, la communication, toute la partie design, la rédaction web, la traduction, la photo, la vidéo, l'enseignement en ligne, on parlait des psys, la partie coaching, toute la partie conseil. Ça, c'est des choses, effectivement, qu'on associe assez facilement au digital nomadisme. On a tous les métiers même liés à l'informatique, hein, tout ce qui est avec le développement web, tout ce qui est la partie sécurité informatique, c'est aussi des choses qu'on peut faire quand on est à distance. Marketing et la com, c'est assez classique. Maintenant, il y en a de plus en plus qui sont à distance, hein. Pour faire du community management, on n'a pas besoin d'être dans des locaux. Pour faire de la rédaction web, on n'a pas besoin d'être dans des locaux. Donc, effectivement, il y en a de plus en plus qui s'ouvrent vers ces métiers-là. Et puis après, il y a un peu les nouveaux métiers, entre guillemets, qui arrivent de plus en plus du fait justement d'une numérisation qui est croissante, de services aussi à la demande pour des travailleurs indépendants. Donc, on va avoir tous les experts en marketing de contenu, tout ce qui est applications mobiles, les traducteurs, tous ceux qui vont bosser avec de l'IA pour faire, on a les coachs, on a tout ça aussi. Donc, on a de plus en plus de nouveaux métiers qui arrivent. Sur LinkedIn, on est
envahi de copywriters. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut faire totalement à distance. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de métiers et on voit de plus en plus de jeunes aussi, de nouvelles générations arriver à vouloir faire ces métiers pour justement avoir cette liberté de mouvement qui n'ont pas nécessairement avec les entreprises. Et une autre raison que j'entends de plus en plus quand on intervient dans les écoles, c'est on me dit Amélie, toi, tu es chef d'entreprise, tes collègues, tu les as choisis. Donc, pour toi, c'est un plaisir de les voir tous les jours. Il me dit quand on est salarié, on ne les a pas choisis, nos collègues. Donc, parfois, on les subit un peu. Et donc, effectivement, ce côté pouvoir avoir un peu de télétravail ou pouvoir être à 100% nomade, effectivement, c'est cette liberté aussi de se dire, OK, je n'ai pas choisi mes collègues, j'ai choisi mon travail, c'est un métier qui me plaît, mais mes collègues, je n'ai peut-être pas envie de les voir H24, donc j'ai envie de faire d'autres choses, de pouvoir bouger, d'aller rencontrer d'autres personnes. Que ce soit dans un flex office ou à l'autre bout du monde, l'objectif, c'est de pouvoir choisir un petit peu avec qui on veut travailler à côté de soi. Donc ça, c'est des choses qu'on me dit de plus en plus. S'il y avait une étude qui avait été réalisée par MBO Partners en 2020, qui est une entreprise américaine qui est spécialisée dans tout ce qui est gestion de projet et missions pour les travailleurs indépendants. Et en fait, le nombre de travailleurs nomades en 2027 devrait atteindre plus de 10 millions. Je crois qu'on est à 10,3 millions en 2027 aux États-Unis. Donc, ce qui est quand même juste assez énorme. Et il y avait aussi une enquête menée par Eurostat en 2020 qui a révélé que plus de 40% des personnes en emploi dans l'Union européenne ont travaillé à distance pendant la pandémie. Alors, ça fait que 40%, je trouve que c'est pas énorme, mais en même temps, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises et de pays qui s'ouvrent vraiment au côté travail à distance. Il y a des villes européennes qui sont vraiment devenues des destinations très populaires pour les travailleurs nomades. On a Lisbonne, on a Barcelone, on a même Berlin. Du coup, on est plus loin que les villes européennes, mais on a aussi la Thaïlande est très prisée par les indépendants. Donc voilà, beaucoup d'Européens partent vers ces destinations aujourd'hui parce que c'est effectivement, il y a un cadre idyllique, il y a des facilités d'installation aussi qui est proposée par les pays. Il y a beaucoup de pays s'ouvrent aussi à ça en disant voilà, venez travailler chez nous, soit vous ne payez pas certains impôts, on facilite l'intégration, ce genre de choses, ou beaucoup parce qu'il y a beaucoup de nomades aussi qui s'y retrouvent. Le coût de la vie est aussi moins élevé, donc ça permet aussi de se dire tiens, avec un revenu plus petit, on peut mieux vivre en étant dans certains pays à l'étranger. Donc c'est aussi des choix des fois que certains vont faire, se dire je vais partir très loin en me disant ça va me coûter moins cher. Comme ça, même si mon activité elle n'est pas encore développée à 100%, elle n'est pas à son max, en attendant, je peux quand même vivre correctement. Oui, tout à fait. Il y a celle qui fait oui de la tête. Qu'est-ce qu'on a comme... Alors, je vous ai fait une liste énormissime de plein de plateformes qui proposent aujourd'hui des emplois justement à distance. Donc on connaît, on en voit plein, Upwork, Freelance, Fiverr, Guru, Remote.co, il y en a plein, Remote FR, il y en a énormément qui offrent plein d'opportunités pour les digital nomades. Aujourd'hui, on a aussi des job boards français qui mettent en avant le côté télétravail, c'est-à-dire que même quand on va sur Indeed ou sur LinkedIn, on peut choisir l'option de télétravail. Alors après, une fois qu'on passe les entretiens, ce n'est pas toujours ce qui est indiqué sur l'annonce, donc il faut quand même toujours bien vérifier. Mais voilà, ces sites, ça regorge aussi de ressources précieuses, d'informations, de conseils. Il peut y avoir des blogs aussi qui peuvent être très intéressants, qui permettent de trouver la perle rare en termes de job. Moi, j'aime bien notamment Nomadlist, Remote OK ou Coworking Europe, qui sont plutôt des plateformes assez sympas. Et ça peut être intéressant. Beaucoup de digital nomades que je connais ne sont pas forcément passés par des plateformes pour trouver leur emploi. Beaucoup sont passés par le réseau parce que justement ils se connaissent, ils en parlent entre eux et souvent, très souvent par ce biais-là, ils arrivent à trouver aussi des opportunités. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de newsletters aussi qui apparaissent là-dessus. Donc, à travers certaines de ces newsletters, on a aussi des offres
qui sont proposées. Je suis dans des Slack et dans des Discord avec des RH ou des marketeurs ou des commerciaux. Certains sont nomades et donc partagent des opportunités qu'ils ont aussi à travers leur entreprise. Beaucoup d'entreprises que je connais aujourd'hui sont passées à 100% à distance. Je pense notamment à les Assess First, qui est une plateforme pour faire des tests de personnalité. Avant la pandémie, ils étaient en présentiel, ils avaient des bureaux dans Paris, et aujourd'hui, ils sont passés à 100% à distance. Donc, ils n'ont plus du tout de bureau, et les équipes sont aux quatre coins de la planète. D'autres entreprises sont passées aussi au côté télétravail, mais ont exigé que les collaborateurs soient peut-être à moins de 2 heures ou 4 heures à vol d'avion du siège pour pouvoir faciliter aussi les rencontres. Donc ça peut être aussi une manière de penser le côté distance, de dire ok, soit on laisse la porte ouverte, on les laisse partir là où ils veulent, soit on dit ok, vous devez être à moins de 2 heures ou 3 heures d'avion, de train, de vélo, de ce que vous voulez, de l'entreprise pour pouvoir faire encore de temps en temps un séminaire, une réunion, que sais-je. Ça peut être à chacun d'établir effectivement ses règles. Avant le confinement, moi, j'avais demandé à ce que mon contrat de travail soit changé et que le lieu de travail, le télétravail était autorisé. Au départ, 1 jour, 2 jours, puis ça a été étendu parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de problème de productivité du tout et que finalement, il n'y avait pas une désertion des équipes. Donc ça, c'était bien, notamment parce qu'on travaillait à l'international, donc on était super liés les uns avec les autres déjà avant, depuis... Mais moi, j'avais dit, ok, puisque j'ai le droit de travailler depuis mon domicile, si mon envie, c'est d'aller voir ma famille qui n'est pas dans ma région ou de profiter du voilier des autres quand je n'habitais pas encore, je vais d'un coup peut-être en Corse, peut-être un coup dans le Var. Est-ce qu'on peut détacher mon contrat de travail d'un lieu géographique, ce qui était opposé en tant qu'argument, ce qui fait que ça ne s'est pas matérialisé. C'était l'assurance travail, tu vois. Voilà, si tu te blesses, comment c'est que tu es en train de travailler, en fait. C'était ça le résumé. Il y a l'assurance et il y a le trajet. Parce qu'en théorie, si l'entreprise vous fait revenir dans les bureaux, c'est à sa charge. Et donc, selon où vous êtes, ça peut lui coûter très cher. Ça, c'est plein de choses. C'est un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on a un droit du travail qui est très strict, très encadré, et on adore lui rajouter plein de pages chaque année. Et le problème, c'est qu'on a complexifié ça, et qu'aujourd'hui, effectivement, quand un salarié veut simplement pouvoir s'éloigner, ça demande beaucoup, beaucoup d'heures de réunion, de lecture de la convention collective, de réunion entre le patron, le DAF, le DRH, un avocat potentiellement, pour vérifier que les choses sont possibles et qu'il n'y a pas de problème. Je vois Béatrice qui me pose une question aussi dans le chat par rapport à son statut fiscal et aux déclarations de revenus. C'est une bonne question. Alors pour le coup, je ne suis pas une spécialiste, mais oui, à un moment donné, il faudra déclarer les revenus quelque part. Donc après, à voir, effectivement, si tu as ton domicile fiscal en Angleterre, j'imagine que c'est là qu'il faut déclarer tes revenus. Peut-être voir un spécialiste. J'ai connu des personnes qui avaient 2 types de structures, une en Angleterre et puis une en Europe, et qui, avant d'atteindre les plafonds d'un côté ou de l'autre, distribuaient le chiffre d'affaires à gauche ou à droite en fonction des plafonds de chaque pays, quoi. Oui, j'en connais qui c'est quand tu es effectivement dans une optique de tu as monté ta boîte et travailleur indépendant et tu optimises ta fiscalité. Ouais. Après, même en tant que... Je ne sais pas, c'est vrai, en Angleterre, je ne connais pas la législation, mais tu peux peut-être être employé et cumuler. C'est-à-dire que la règle en Angleterre, c'est que si effectivement, moi je suis par exemple sur les plafonds les plus élevés en étant en fin de carrière, si je dis par exemple, en plus de mon travail, je vois que j'ai du temps et que ça m'intéresse de prendre du temps pour faire un job en nomade dans un autre pays, je suis quand même censée redéclarer mes revenus dans mon contexte britannique et donc me faire ponctionner à 40%. Donc, du coup, ça devient quasiment… Mais je suis sûre, c'est parce que je me suis jamais posé la question. Je me demande si c'est en fait un nouveau domaine, là, le nomadisme, où il faut se faire aider par des spécialistes fiscaux. Donc, tout de suite, moi, je suis un peu vieille, donc je me dis, voilà, tout de suite, c'est un gros truc. Ou est-ce que justement, les jeunes générations ne se posent pas tant de questions et disent, vas-y, fais les trucs que tu as envie de faire et puis après, ça suivra, quoi.
En fait, il y a plein de pays en Europe centrale. En Europe centrale, il y a plein de pays qui accueillent justement les travailleurs et en leur faisant un package explicatif de comment on déclare les revenus. Je sais qu'en Estonie, enfin, je sais pas, peut-être Amélie, tu as des pays qui sont privilégiés, mais il y a des pays qui facilitent ça. L'Estonie est assez connue pour ça, effectivement. D'accord. Après, oui, il faut. C'est-à-dire, en fait, aller monter une boîte en Estonie pour digital, on arrive à savoir. En fait, c'est des business centers qui sont spécialisés dans l'accueil des étrangers et qui leur facilitent l'accession en leur disant vous serez moins ponctionné en étant chez nous, tout simplement. Ça me plaît bien, ça. Merci. Dans les bonnes pratiques, du coup, pour équilibrer un peu sa vie de digital nomade, si jamais la personne décide de travailler sur des lieux assez différents, ça peut être un défi aussi de maintenir un peu cet équilibre. Donc, on va voir un petit peu quelques petits conseils. Conseil numéro 1, ça va être d'établir une routine. L'idée, c'est aussi d'avoir une routine qui va aider à séparer le temps de travail et le temps personnel. Alors, ça pourrait être valable pour même un salarié qui a des bureaux, j'ai envie de dire, mais souvent, c'est le trajet qui fait qu'on arrive à séparer le temps de travail et le temps personnel. Là, typiquement, quand on vit sur un voilier, comment on arrive à bien répartir son temps, c'est aussi ce qui va jouer aussi dans le côté être bien. Ça va être de définir des horaires de travail, peut-être, ça peut être aussi de se dire tiens, je vais pas travailler tout le temps non-stop, je m'octroie des pauses, et ces petites routines qu'on met en place, ça permet aussi d'avoir ce bon petit équilibre, ce qui permet à la fois d'être productif quand il y a besoin. Donc c'est aussi écouter, j'aime bien ce côté on écoute son corps, c'est-à-dire que si on est plus productif le matin que l'après-midi, on va voir un petit peu les créneaux horaires sur lesquels on se sent le mieux, et tout en gardant du temps pour la famille, les amis et tout le reste du temps. On va aussi choisir des lieux de travail qui vont être adaptés. Parce que trouver un endroit qui va être calme, c'est aussi essentiel pour être productif. On a parlé des espaces de coworking, on a parlé des cafés, les bibliothèques. Ça peut être des options intéressantes, mais le café, ça quand même peut être vite bruyant. C'est pas forcément pratique. Il faut rester, consommer. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le coworking, on est quand même au milieu de la foule. Donc si on traite des données sensibles avec son ordi, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique non plus. La bibliothèque, certains peuvent trouver que c'est trop silencieux, puis on est contraint aussi par des horaires. Donc ça aussi, c'est se poser aussi les bonnes questions pour trouver un lieu qui va être adapté à la fois à vous. À un moment donné, c'était c'était Estelle qui parlait qu'elle sentait le soleil sur sa peau, sur son bateau. Et c'est aussi des choses qui sont importantes, c'est-à-dire à quel moment les choses que je vais vivre et quelles sont les choses qui vont être importantes pour moi. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir de la chaleur lorsque je vais travailler, ou est-ce que je peux travailler dans une pièce sombre? C'est aussi des choses qui vont être essentielles. Donc c'est pareil, c'est s'écouter, écouter son corps, écouter ses besoins, écouter aussi les bonnes connexions Internet, parce que ça reste quand même malgré tout, selon les métiers qu'on fait, ça reste important. Et c'est ce qui va vous faciliter d'avoir un environnement de travail dans lequel vous allez vous sentir bien, et parce que c'est ce qui va vous permettre de ne pas perdre de temps tout en étant à l'aise. Alors, il y a des digital nomades qui, notamment à distance, ont un logement et vont travailler encore un peu plus loin, vont se réunir avec d'autres nomades ou autres pour vraiment avoir cette coupure. Ça, c'est vraiment libre à chacun. Moi, je sais que je travaille très bien depuis chez moi, j'ai pas de problème. D'autres ont besoin d'avoir une pièce différente, d'avoir un lieu différent, de devoir se déplacer. Même s'ils sont nomades, ils ont besoin de séparer aussi ça. Donc ça, c'est des choses que il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça pour trouver le lieu dans lequel vous allez vous sentir le mieux. C'est est-ce que vous avez besoin d'une pièce? Est-ce que vous avez besoin de voir du monde? Est-ce que vous avez besoin de voir de la lumière? Comment vous voulez jauger un peu les horaires sur lesquels vous êtes efficace? On n'est plus sur du 9h, 17h forcément quand on est nomade. On peut, mais on peut aussi en faire d'autres types d'horaires pour toujours adapter aussi à son rythme de vie. Et du coup, ça fait une transition assez facile sur la partie gérer son temps. Gérer son temps, c'est aussi planifier les tâches et les priorités sur sa journée, sur sa semaine. Ça va vous éviter d'être stressé et d'avoir une charge de travail qui va être trop importante si jamais vous vous laissez déborder. Gérer son temps, c'est
la compétence clé en fait pour tout digital nomade. Ça va être important de savoir effectivement quelles sont les choses les plus importantes à réaliser, d'avoir ces deadlines, toute la partie échéancier à respecter et pour rester en forme et garder la niaque et l'énergie pour réaliser l'ensemble des missions. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles quand on travaille à distance, parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui vient nous rappeler qu'il faut faire une pause, qu'il faut manger, qu'il faut rendre tel dossier quand on est à distance. Alors après, aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils digitaux qui permettent de rester connectés quand même aux équipes, heureusement, que ce soit du Slack, du Teams ou autre. On a quand même beaucoup d'outils collaboratifs qui permettent d'avoir cette impression d'être un collectif, même si on est tous à distance, éparpillés. Mais ça reste malgré tout très important. Alors. C'est vrai que justement, je comprends les freins quand on est manager à laisser toute une équipe libre comme ça. Et parce que les outils collaboratifs, pour qu'ils fonctionnent bien, il faut qu'on ait un rythme de travail qui soit cool, sans pression, pour qu'on se dise voilà où j'en suis, voilà où je bloque, et qu'on puisse recevoir un regard critique et constructif de la part ou d'un chef ou d'un collègue ou d'un père dans son métier. L'isolement est très dangereux quand même. Mais il s'agit simplement, voilà, même un entrepreneur le vit très bien, c'est-à-dire d'avoir plusieurs casquettes, de s'autogérer et en même temps de ne pas s'enfermer là-dedans. Donc, à la fois pour un chef, c'est difficile de l'organiser avec ses équipes et en même temps, pour quelqu'un de le faire pour soi, ça n'est pas simple non plus. Et, ça demande de la confiance, hein. Ouais, et puis ces outils-là, tu vois, là, on ne se connaît pas, on prend le temps. Moi, je suis désolée, je prends un peu de temps de parole, mais on prend le temps de se parler et avec transparence ou sincérité. Et je pense que c'est ça qui est super dur probablement à maintenir quand on travaille ensemble. Ouais. Il est essentiel de maintenir, sinon c'est difficile de vivre bien le travail d'équipe, par exemple. Il y avait une entreprise que je connaissais qui ils étaient une petite dizaine de salariés. Et effectivement, ils avaient autorisé les gens, ils avaient mis tout le monde en télétravail et ils avaient autorisé les gens à bouger. Alors, pareil, c'était vous êtes à moins de 4 heures de décalage horaire, maximum 4 heures de décalage horaire. Et en fait, ils avaient initié une réunion une fois par semaine qui était à midi. Comme ça, pour les 4 heures de décalage horaire, ils étaient entre ceux qui étaient au-dessus et ceux qui étaient en dessous. Et du coup, c'était la règle qu'ils avaient établie pour justement garder ce lien avec tout le monde sous format de réunion où simplement on discute, on papote, on prend un café, on déjeune, on un peu forte. Mais voilà, on arrive à créer de la cohésion d'équipe. Mais c'est vrai que ça demande de la confiance, ça demande du temps. Pour un manager, beaucoup de managers sont inquiets quand ils doivent d'un coup se mettre à gérer des personnes qui sont à distance parce qu'ils ont peur ils se posent plein de questions. C'est souvent leurs peurs qui vont refléter sur leurs collaborateurs en disant est-ce qu'il travaille vraiment, est-ce qu'il va faire les choses en temps et en heure, et quand je l'appelle, pourquoi il décroche pas, il est peut-être juste allé au pipi comme tout le monde au bureau. Moi, en tant que gérant d'une petite boîte avec justement ces problématiques de télétravail, je sais que nous, ça nous a forcé. Alors, on n'était peut-être pas tout à fait dans les clous parce que la gestion du temps de travail, c'est un peu compliqué. Enfin, pointeuse, on n'a jamais été trop à cheval sur la pointeuse. Et c'est vrai que l'inspecteur du travail, quand il passe, il nous dit vous n'êtes pas à cheval sur la pointeuse, ça veut dire qu'ils font trop d'heures. Alors que dans notre esprit, c'est plutôt ils en font moins et c'est pas dramatique. Donc, vous voyez, on n'est pas à cheval dessus. Maintenant, comment je fais pour m'assurer que justement mon collaborateur, il fait pas trop d'heures? Parce que moi, à titre perso, quand je suis en télétravail, effectivement, j'ai tendance à zapper le repas du midi parce que j'ai d'autres trucs à faire et je suis attiré là-dedans. Mais moi, en tant que manager, je me vois très bien faire face à l'inspection du travail qui me dit mais attendez, monsieur, vous êtes censé vous assurer que votre salarié ne fait pas trop d'heures. Et pour le coup, c'est un petit peu compliqué, quoi. La première chose, alors c'est vrai que c'est compliqué parce que tu n'es pas derrière eux, donc tu ne peux pas voir réellement ce qu'ils font. Donc il y aura toujours ça. Après, c'est en termes de gestion, en termes de charge de travail, se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, il y a le côté feedback, c'est-à-dire que
Tu peux demander des feedbacks à tes collaborateurs pour dire, OK, est-ce que vous arrivez à respecter les horaires et est-ce qu'il n'y a pas trop de surcharge de travail? Est-ce que vous n'en faites pas trop? Est-ce que tout le monde coupe bien son ordi le vendredi, je sais pas moi, à 18h et va pas le rallumer pendant le week-end? C'est beaucoup ça aussi, hein, des gens qui se disent, ah bah tiens, je vais préparer la réunion de lundi, je rallume mon ordi dimanche. Dimanche soir, je ne fais ça qu'une petite demi-heure et puis ça se grignote sur 1 heure, 1h30, voire 2 heures. C'est un risque, donc c'est d'avoir une charte aussi de télétravail. C'est former les collaborateurs à l'importance de se mettre justement des règles, de s'organiser, de faire des pauses. Je sais qu'en formation, j'avais été avec une entreprise où j'avais des collègues qui n'arrivaient pas à faire des pauses et qui, pareil, soit sautaient le repas du midi ou c'est pendant toute la matinée, voire toute la journée, restaient assis sur leur bureau et bougeaient pas. Et je leur ai dit, créer des routines équipes où vous avez une room à distance qui s'ouvre pendant des heures de pause virtuelles, où en fait vous pouvez vous connecter avec vos collègues pour justement prendre un café, un thé à distance et papoter de tout sauf du travail. Et donc il y avait une sorte de jeu de cartes qu'on avait créé où en fait pendant la pause café, ils piochaient virtuellement une carte et c'était un sujet d'actualité ou autre, ça parlait cinéma, ça parlait nature, ça parlait enfants, ça parlait shopping, ça parlait de ce qu'ils voulaient. Et je pioche une carte virtuelle et ça lance un débat. Et les collaborateurs qui sont au même moment à cette pause peuvent discuter de ce sujet, de cette carte. Donc ça peut être aussi un moyen de se dire on va créer une routine pour un peu, entre guillemets, obliger les gens à faire des pauses et à parler de plein de sujets autres que le côté absolument travail. Donc ça peut être partie obliger les gens à faire des pauses. Moi, je serais tentée. Julien, c'est vrai que si ton équipe est demandeuse de plus de liberté géographique, je serais tentée d'avoir un temps complet d'écoute de ce qu'ils font, ce qu'ils feraient ou ce qu'ils font, du temps libre. Parce que tu sais, ça dépend, mais dans le cadre du travail, tu as ceux qui ont l'opportunité de traiter leurs affaires personnelles depuis l'ordinateur, tu as ceux qui n'ont pas cette opportunité parce qu'ils sont devant une audience et voilà. Et en fait, il y a des besoins aussi. Et peut-être que si, en toute transparence, ils te balancent tous leurs besoins chez telle salle de gym. Et en même temps, c'est exactement ce qu'on a fait dans le sens où quand on est passé aux 4 jours et demi, l'idée c'était de dire est-ce que vous avez besoin d'une demi-journée toutes les semaines? Est-ce que vous voulez une journée tous les 15 jours? On a mis en place des binômes, des choses comme ça, où justement on organise le travail pour qu'il n'y ait pas tout le monde absent le même jour le vendredi, ce qui n'est pas gérable en termes de customer facing. Mais oui, c'est exactement ce qu'on a fait. Et certains disaient, finalement, ils ont tous opté pour une journée tous les 15 jours. Mais ça aurait très bien été possible de continuer à travailler pareil, c'est-à-dire de prendre une plus grosse pause le midi parce que je fais du sport le midi. Il s'avère que ça n'a pas été le cas. Mais il y a eu cette écoute et effectivement, c'est aussi ce qui fait que ça a été bien pris et non pas perçu comme quelque chose d'imposé. Ouais, c'est super. Il y a autre chose aussi que moi l'habitude de fonctionner librement, je l'ai prise parce que dans une entreprise précédente, c'était Hewlett-Packard, il y avait des bureaux mobiles justement et donc on pouvait venir et ne pas venir et on avait le droit de travailler depuis l'endroit où l'on voulait, maison, café ou bureau si l'on voulait, à l'exception du jour de réunion qui était, je sais plus, un jour de la semaine, le jeudi. Et du coup ensuite ça, quand tu l'as vécu une fois en tant qu'employé, tu le balades avec toi dans toutes tes expériences professionnelles. Tu te dis si c'est possible là, pourquoi pas ici? Et donc l'histoire passée des gens, effectivement, tu la récupères et eux, ils ont gagné en confiance dans leur capacité de le gérer et ça, tu le récupères. Je pense aussi, je voulais juste dire que toutes les problématiques de temps de travail, je pense que Julien, tu parlais des inspecteurs du travail, je pense que ça c'est quelque chose qui est très franco-français parce que je vois depuis que j'ai quitté la France, donc c'est plus de 20 ans, nous, c'est vrai, le temps de travail, ce n'est pas du tout la même obsession. Et en tout cas, même si on a un temps de travail de 40 heures en Grande-Bretagne, qui est le temps légal, enfin, il n'y a aucun mécanisme de contrôle de ça, ni de la part des employeurs, etc. En revanche, je voulais aussi dire, c'est que les fournisseurs de tech maintenant, en particulier Microsoft, et il y a plein de sondes qui sont possibles pour en fait… Alors, si tu le vois à la française, tu diras c'est pour contrôler. Si tu le vois mieux en termes, c'est pour gérer son temps de travail. Mais c'est des solutions qui permettent de vraiment voir
quand est-ce que tu t'es connecté, quand est-ce que tu étais actif, combien de mails t'as envoyé, combien de temps t'as passé sur Zoom ou sur les autres systèmes de vidéo, blablabla. Et en fait, tu peux avoir des rapports après par semaine, par mois, par jour. Si tu es manager, tu peux éventuellement les... Alors, je ne sais pas comment c'est en France, parce que moi, je ne connais pas la législation détaillée de la France, mais en tout cas, disons que si tu le vois d'un côté positif, tu peux mieux gérer ton temps quand ça te voit. Parce que moi, quand j'ai reçu dans mon ancien job des rapports Microsoft, ils me disaient ah, ouais, vous avez été connecté 92 heures, je sais pas, enfin, je dis 92 heures, comment, quoi. Et en fait, voilà, donc il y a des outils qui permettent de gérer ça. Alors, je ne vais pas en dire plus, mais Et après, ouais, ouais. la vraie problématique, parce que j'ai regardé effectivement toutes ces choses-là et j'ai fait. La problématique, c'est toujours les coûts et comment tu mets tout ça en place. Et pour une équipe de 6 personnes, ça paraît presque surdimensionné. Aujourd'hui, je suis sur un tableur Excel où c'est du déclaratif, c'est-à-dire qu'ils déclarent chacun leurs heures au fur et à mesure. Et évidemment, à partir du moment où on passe sur une semaine de 4 jours et demi, on n'est pas à 35 heures par semaine, mais on est une fois à 30, une fois à 40, et ça fluctue. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement le suivre. Et moi, j'avoue qu'en tant que manager, c'est quelque chose ça me fatigue dans le sens où j'ai pas envie de les fliquer. Mais derrière, on a une certaine obligation qui est effectivement très probablement franco-française. Mais effectivement, c'est un poil pénible, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais éliminer en les passant en statut cadre à la journée? Peut-être. Ça demande un certain nombre de changements. Mais oui, c'est des choses qu'on avait envisagées. Et, en discutant avec le cabinet comptable, c'était pas forcément quelque chose qui était souhaitable dans un premier temps, mais c'est effectivement des choses qui sont envisageables. Même pour l'employé, c'est pas toujours intéressant, justement, parce que Voilà, de travailler toute à l'heure, façon. c'est super intéressant, hein, donc, mais bon. Mais ça Il n'y a pas te d'outil de libère de ça. production. Un Mais outil donc, SIRH ou un outil de production au moment où tu te connectes le matin, au moment où tu te déconnectes le soir, qui pourrait enregistrer automatiquement les horaires ou temps de connexion. Voir si ça pourrait correspondre. C'est vrai que c'est pas évident. Je vais me renseigner, tiens, si je connais pas des moi, je trucs. sais pas, parce que les temps de connexion, enfin, tu peux tout à fait avoir un truc qui bouge un tout petit peu, tu sais, un mini robot qui bouge un peu ta souris, et voilà, tu t'apparais comme connecté, c'est ridicule, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aimais bien cette équipe où il n'y a que des jeunes maintenant, 20, tu vois, c'est ce dont on discutait au début. Donc, tu as un gars de 45-50 ans qui dirige des gens qui ont une toute petite vingtaine d'années uniquement. Et ça dépote. Et ça dépote parce que il leur donne uniquement des idées de méthodes de travail pour devenir responsables de leur réussite. Et c'est-à-dire que c'est vraiment eux qui travaillent. Et on n'est pas dans une attente de production. Ils ont de la place pour une créativité. Et il y a juste le chef et un coach pour bien présenter les choses vis-à-vis de l'extérieur. Donc, c'est très différent. C'est pour... Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que si tu arrives à... Si tu as une équipe à gérer et que tu arrives à les aborder comme ça, à ce moment-là, tu peux tout à fait, effectivement, ce fichier Excel, c'est génial. Ils le remplissent eux-mêmes, mais ça ne sert à rien de rentrer les pauses dedans. De toute façon, tu n'es pas plus ou moins payé en fonction de ça. Non, mais on est d'accord. Après, je sais que ma seule crainte, en fait, c'est d'arriver à mettre en place des garde-fous qui font qu'ils en font pas trop. Moi, quand je suis rentré dans cette boîte, j'étais stagiaire et je sais très bien que j'en ai fait trop. Enfin, et dans ma perception, c'est pas quelque chose de mauvais, mais aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je pourrais très bien être rattrapé et on me dit non, c'est pas bien et il faut absolument que tu sois en capacité de valider que tes petits jeunes, eh ben, ils en font pas trop. Et J'ai une question juste pour toi. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour que ça change? Qu'est-ce qui, dans la vie, a fait que ça a changé pour toi, que tu en as fait J'ai pris de un l'âge. peu moins après? Ouais, ben J'ai pris de voilà. l'âge, Et j'ai alors, des qu'est-ce qui s'est enfants. passé quand tu as pris de l'âge? Tu prends un peu de recul par rapport à par rapport à ta production, par rapport à l'équilibre entre de la pause véritable et d'être au boulot, quoi. Voilà, il y a ton corps, il y a ta vie privée. Eh bien ça, quand c'est ton chef qui te le dit, eh bien, tu dis, ah bah chouette, j'ai pas besoin de l'imposer puisqu'il il donne mon chef me donne de la place pour la vie perso et en plus il me montre l'exemple. Mm. Si tu Et veux tu vois, en discutant effectivement, et tu vois, c'est marrant parce qu'on est deux co-gérants sur la structure et on s'est imposé avec mon co-gérant
de prendre cette fameuse journée tous les 15 jours, on la prend aussi. À titre d'exemple, en disant, vous voyez, vous avez le droit de le faire. Et effectivement, naturellement, on s'est dit, si nous, on ne le fait pas, il y a un moment donné, nous dire, ouais, vous nous l'offrez, mais c'est un peu du fake, quoi. Et vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, mais ouais, je pense que le management, par exemple, je suis assez fan et je suis Tu as raison parce que c'est difficile pour un membre d'équipe de se donner une latitude. Tu vois, dans le monde maritime, c'est particulier. Dans le yachting, en tout cas, ce sont des bateaux de luxe où tu as des gens qui potentiellement peuvent travailler de 6 h du matin à 23h30 au service d'autres gens. Et en fait, il est nécessaire de verbaliser le fait que dans la longévité de l'équipe, il y a le repos de l'individu. Et si ce n'est pas clair, parce que c'est encore trop générique, etc., de dire, du coup, quand tu as travaillé tant d'heures, tu t'arrêtes, tu fais une pause de tant de minutes ou tant d'heures, et de le verbaliser pour que la personne ne se sente pas entre deux, d'avoir à demander sans oser le demander. Et puis l'exemple. C'est sûr que quand tu as un chef qui t'envoie des emails toutes les heures de 2 h du matin jusqu'à minuit et demi, tu vois bien que ça ne marche pas sur lui. Donc, ce qu'il dit est faux parce qu'il ne se l'applique pas. Donc, c'est très bien, voilà, c'est très bien de le montrer. Et après, quant à la gestion du temps, je sais que Amélie, tu disais il faut que les gens fassent des routines. Moi, parfois, si j'avais une activité nautique que je voulais réaliser sur un temps théoriquement travaillé, ce que je faisais, c'est qu'au cours du week-end ou de la nuit, je décide de préparer le package que je devais livrer et j'organisais un email qui s'enverrait à 9h15, donc d'une journée travaillée, ou à 13h15. Donc, mon chef ne savait pas que je n'avais pas travaillé un jour travaillé, mais le week-end. Et moi, j'étais en capacité d'être sur ma gestion de vie, de ma passion par ailleurs. Ça pose la question de l'assurance, mais et aussi de la transparence, parce que finalement, je mentais. L'envoi du package livré, il était fait automatique 2 jours avant, quoi. Ouais, mais c'est pas vraiment un mensonge, c'est qu'en fait, tu permets à des personnes de ne pas vivre cette surcharge émotionnelle. Alors que toi, tu te dis, tiens, je vais faire ça le dimanche, donc ça te libère un poids potentiellement. Mais la personne, si elle l'avait reçu le dimanche, elle recevait ce poids qu'elle n'avait pas sollicité. Par contre, effectivement, en le programmant pour qu'il s'envoie un lundi matin à 9h, heure classique de bureau, et ben lui, il reçoit entre guillemets ce poids à des heures de travail normales. Donc en fait, c'est pas un mensonge, c'est juste de reconnaître l'équilibre de chacun, c'est-à-dire je fais quelque chose, mais je vais pas empoisonner la vie des autres ou je vais pas leur mettre une surcharge supplémentaire à des temps qui sont pour eux des temps off et des temps libres. Donc ça, pour moi, c'est plus du respect des autres que du mensonge. Oui, mais bon, pour un chef qui se pose la question de la législation et de ne pas se faire pincer par une inspection du travail, ça pose des questions. Alors après, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des systèmes avec des chartes de télétravail où dedans, c'est indiqué qu'effectivement, il est interdit d'envoyer des emails en dehors des heures de travail et qu'il y a obligation de les programmer justement. Et dans certaines entreprises, ils ont mis des mécanismes, des process qui empêchent de toute manière l'envoi d'emails après certaines heures ou qui empêchent l'envoi d'emails le week-end. Donc l'email est forcément envoyé arrive forcément le lundi matin. Donc, il y a des outils et des process qui existent pour permettre ce genre de choses. Mais effectivement, comme tu disais, c'est le management par l'exemple, le fait de verbaliser les choses, c'est ce qui facilitera la compréhension pour toutes les équipes de ce qui est possible de faire, de ce qui doit rester dans l'exceptionnel, parce qu'on a justement un management au-dessus qui l'applique et qui le respecte. Et donc ça, c'est des choses qui sont effectivement, pour le coup, très importantes. Là, j'indique le fait de prendre des pauses, donc voilà, le fait d'aller marcher, méditer, d'aller se balader, ces petites pauses-là régulières, elles font forcément du bien. Ça va permettre aussi de pouvoir s'aérer la tête. Et plus on s'aère la tête et plus aussi on est productif. Donc voilà, ces pauses-là sont aussi essentielles. On a le fait d'établir des limites. Établir des limites, ça va être quoi? Ça va être aussi
d'établir des limites pour, en termes que ce soit, on parlait d'horaire, de règles de travail strictes, on parlait du week-end, voilà, certains peuvent se dire je travaille ou je ne travaille pas le week-end. Le fait de ne pas répondre à des emails en dehors des heures de travail, ça, c'est des limites qu'on peut s'imposer. Effectivement, c'est des limites qu'on peut imposer dans le cadre d'une charte de télétravail à ses collaborateurs. Donc, c'est aussi profiter de l'occasion d'un séminaire, d'une réunion pour discuter de toutes les limites qu'on pourrait essayer de poser pour justement faciliter les échanges, la communication et le côté bien-être au travail en respectant les uns les autres. Donc, ça peut être des petites choses qu'on peut aussi décider en équipe parce que le meilleur moyen pour que ce soit appliqué, c'est quand aussi les choses viennent du terrain et que ce soit le terrain directement qui propose des limites à ne pas dépasser. Je vous ai mis aussi une liste de plein de blogs. Alors, si vous voulez, je vous les mets, hop, je vais vous les mettre dans la discussion. Je vais vous les copier. Comme ça, vous pourrez les avez tous. C'est plein de petits blogs aussi ou de newsletters que j'aime beaucoup. Dans les newsletters, vous avez la newsletter de Nomad List, de remotive.io aussi, qui est pas mal. Il y en a une autre que j'ai pas dû mettre, pourtant que je suis... C'est pas la Digital Nomad Weekly, mais c'en est une autre d'une personne sur LinkedIn que je suis qui a lancé aussi une newsletter là-dessus. Mais voilà, il y a plein de petits blogs et d'articles, que ce soit en anglais ou en français, qui peuvent être intéressants pour aller un peu voir les avis des autres, ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire, les bonnes pratiques aussi. Ça peut être intéressant d'aller regarder un petit peu ce que font les autres et les bonnes pratiques qu'ils ont et voir ce qu'on peut utiliser au fur et à mesure. On a parlé tout à l'heure, c'était... Pardon. Je perds ma voix depuis ce matin, tout va bien. C'était Béatrice, je crois, qui en parlait tout à l'heure sur la partie assurance. Quand on décide de partir, il faut aussi penser à ça, parce que c'est bien un point où, effectivement, qui est pas forcément toujours sympa, c'est tout le côté paperasse. Qui va gérer le courrier, comment faire si on perd sa carte d'identité à l'autre bout du monde, que faire si sa carte bancaire est bloquée, comment faire si on se casse une jambe. Voilà, c'est autant de petites choses auxquelles il faut penser. Ça va être le fait de réexpédier son courrier dans la famille ou à une boîte aux lettres qui permet de récupérer derrière. Tout ce qui est adresse de domiciliation, qui permet aussi de ne pas embêter les proches et cette entreprise de domiciliation va scanner le courrier, va vous l'envoyer par email par exemple. Il y a toutes les assurances santé pour les nomades. Donc on parle souvent de Safety, de Gobiava, qui sont des assurances santé spécialement dédiées aux nomades. En cas de souci, ils vont vous rapatrier et ils vont rembourser les frais médicaux et les frais d'hospitalisation. Donc, c'est quand même des choses qui sont importantes. Et puis, pas oublier, c'est assez classique, maintenant, on a tous l'habitude avec le cloud de scanner et de faire un dossier avec tous les copies des papiers importants. Que ce soit passeport, carte d'identité, identifiant et mot de passe, pourquoi pas. Donc voilà, toutes ces choses qu'on pourrait oublier, on peut les scanner et les garder à dossier dans un cloud. Donc ça, aujourd'hui, c'est quand même bien pratique aussi. Mais bon, on pense d'abord à sa santé et à toute la partie paperasse avec les papiers, parce que ça, c'est important. Est-ce que vous avez des astuces là-dessus ou comment on fait pour ces papiers quand on est sur un bateau? Ah oui, moi, je les ai... moi, j'ai voyagé aussi autour du monde, donc j'avais fait tout ça un peu avant que le numérique soit vraiment déployé. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux te faire un mini serveur perso. J'en ai acheté un et j'ai jamais su le mettre en place par contre, mais tu peux t'acheter un petit serveur qui sera... Les données seront dupliquées dans 2 domiciles de tes proches, par exemple. Et tu y as accès en permanence et tu as accès à tes données. Et même s'il y a un domicile qui brûle, tu as au moins l'autre serveur qui fait le backup. Si c'est un NAS, c'est un serveur NAS. Et voilà, tu mets tous tes documents et même tu donnes l'accès à quelqu'un de confiance, comme ça. Et voilà. Sinon, tu pars avec des copies et quand tu vas autour du monde, tu as une ou plusieurs cartes bancaires, un ou plusieurs passeports. Tu peux avoir un deuxième passeport en fonction des pays dans lesquels tu vas. Parce qu'il y a des pays qui interdisent si tu as eu le visa d'un autre pays, etc. Donc, tu peux avoir 2 passeports. Et des traveler chèques, si jamais tu as perdu ta carte bancaire, tu as au moins ça à transformer en cash le jour où tu en as besoin. Sinon, c'est bon.
je sais que les ambassades de France ont maintenant un système vraiment, parce on a avec des équipes qui sont parties aux Philippines récemment, et qui ont été prises dans les problèmes d'aléas climatiques. Il y a des systèmes assez performants maintenant pour faire des passeports d'urgence. C'est-à-dire, Oui. ça maintenant, honnêtement, j'étais pas une grande fan de l'administration française, mais je dois dire que les ambassades et le ministère des Affaires extérieures, ils sont bien, disons, progressés sur cette partie-là, en tout cas, je pense. Okay. Quatrième partie, comment on peut se créer justement des opportunités pour vivre de sa passion, parce que c'est quand même important. Donc, quelques petits conseils. C'est déjà de l'identifier. C'est aussi de savoir ce que l'on aime faire et ce qui nous motive au quotidien pour envisager justement de vivre de sa passion. La première étape, c'est de déterminer ce que l'on aime faire, ce qui nous motive au quotidien. C'est de se poser plein de questions sur les choses qu'on a envie de faire, les choses qu'on n'a plus envie de faire aussi. C'est aussi important de se poser ce genre de questions, les choses qu'on n'aurait plus envie de faire, les choses qu'on a envie d'apprendre, celles qu'on n'a pas envie d'apprendre. Donc ça, c'est autant de choses qu'il faut arriver à se poser d'abord comme question, se dire, OK, demain, j'ai envie de devenir digital nomade. Est-ce que c'est sur le métier que j'exerce aujourd'hui ou est-ce qu'il faut que ce soit sur un nouveau métier et quelles sont les autres choses que j'adorerais faire? On en a plein qui sont devenus digital nomades en faisant de la photo, en faisant des excursions, en faisant plein de choses, des voyages de dingue. Et donc, ils en ont fait leur métier. Mais déjà, encore faut-il effectivement pouvoir le trouver. Trouver un créneau, en fait, c'est de trouver, on va plus appeler ça une niche, pour arriver quand même à se démarquer des autres. C'est aussi important de se démarquer de la concurrence parce que si on n'est qu'un énième parmi plein d'autres à faire la même chose, soit on a un tunnel de vente qui est exceptionnel et on se démarque, mais il faut quand même un élément différenciant. Donc, il faut aussi penser à ça. De se dire, OK, ça c'est ma passion, mais comment je vais arriver, quel élément différenciant je vais pouvoir mettre en avant pour arriver à vivre de ma passion. Ensuite, on va construire son réseau parce que construire son réseau, ça reste quand même important. C'est ce qui va aussi vous ouvrir des opportunités. C'est aussi le fait de simplement nouer des relations professionnelles ou amicales. C'est le fait de s'intéresser aux gens qui vous entourent. C'est le fait d'apprécier, poser des questions aux gens. C'est ça aussi, travailler son réseau. C'est pas forcément quelque chose d'opportuniste. C'est simplement le plaisir d'échanger, de découvrir des choses grâce aux personnes qui nous entourent. Il faut que ce soit un plaisir avant tout quand on fait du réseau. Et puis, grâce à ça, effectivement, moi je le vois autour de moi, j'ai des digital nomades qui se partagent des opportunités business qui ne sont jamais connus du grand public et ça se passe entre eux. Et ça, c'est parce qu'ils ont constitué un réseau et qu'entre eux, ils s'entraident. Et le fait de pouvoir se connecter avec d'autres professionnels de ce domaine-là, ça reste quand même une chance. Alors, il y a LinkedIn, mais il y a aussi plein d'autres réseaux qui permettent de se connecter. Et l'objectif, c'est justement de se dire, OK, si demain, j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais qui je peux appeler, qui je peux contacter. C'est ce qui va aussi faciliter les départs et les changements de vie, entre guillemets, quand on décide d'être digital nomade. Donc, faire appel à ça, c'est quelque chose de bien. C'est rare d'avoir tous les métiers en une seule personne et du coup, il y a une complémentarité qui se crée dans des communautés. Et que ce soit dans tous les métiers de création de site web ou de création mais aussi dans le coaching, dès lors que tu veux établir quelque chose dans un autre axe qui n'est pas ta spécialité, tu peux offrir le service via un réseau, donc tu as toujours intérêt à être connecté à d'autres personnes. Et ça facilite effectivement le démarrage des créations d'entreprises comme ça. Ouais, à tout moment, en fait, j'ai envie de dire, de la vie de l'entreprise, le démarrage, mais même après, sur la pérennité de l'entreprise, le réseau a toujours son impact. Et effectivement, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est pour ça que je dis, encore faut-il aimer parler aux gens, s'intéresser aux gens. Mais effectivement, je vois plein de freelances, pour le coup, qui travaillent ensemble et qui forment un peu une communauté et qui s'entraident et qui, pour le coup, démarchent les entreprises avec une offre globale qui reprend la spécialité de chacun des freelances. Donc, il y a énormément comme ça de communautés qui se construisent
pour se dire, bah, OK, freelance tout seul dans mon coin, je ne peux pas faire grand-chose. Mais par contre, si on travaille ensemble, on arrive avec une force de frappe qui est beaucoup plus importante. Ouais, c'est clair. Donc ça aussi, c'est important. Le réseau, hein, réseauter. Je pourrais jamais autant. Je suis trop fan du réseau. Être prêt aussi à travailler dur. Alors, ça ne veut pas dire de travailler sur des heures de dingue et d'avoir une charge de travail de fou, hein, mais c'est aussi être prêt à se dire, OK, peut-être qu'il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts si je veux travailler à distance, si je veux travailler loin de chez moi. C'est aussi se dire, bah, je vais peut-être être d'abord un petit peu seule au début. Ça va demander un peu de flexibilité pour arriver aussi à vous adapter peut-être, je sais pas moi, à des fuseaux horaires différents, à des cultures de travail différentes. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc, le démarrage, j'en ai vu qui étaient souvent partis à l'étranger trop vite en disant c'est bon, je suis digital nomade, je me barre à l'autre bout du monde, et qui en fait se sont rendus compte qu'ils géraient assez mal la distance, ils se sentaient vite seuls, et comme ils connaissaient personne là où ils allaient, c'était assez problématique pour eux. Donc il y en a quelques-uns comme ça qui ont mal vécu. Et effectivement, souvent on leur dit, bah, faut se préparer en fait. Tu pars pas du jour au lendemain comme ça, juste avec ton sac à dos. C'est pas juste ça, être digital nomade. Et se dire, bah tiens, déjà, vérifie que tu es capable de bosser à distance facilement. Donc, par 15 jours, 1 mois, 3 mois. Et puis, bah, au fur et à mesure, tu peux dire, bah tiens, finalement, je peux bosser 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an à distance. C'est pas difficile. Et puis, bah, au fur et à mesure, ils vont s'organiser, faire tout le côté paperasse, santé, tout ce qu'il faut. C'est se dire que bah, on peut aussi contacter des digital nomades qui sont déjà dans les pays dans lesquels on veut aller. Donc, on peut déjà commencer à créer du lien avec eux avant d'arriver dans le pays, pour se dire, bah, tiens, une fois qu'on est sur place, on n'est pas tout seul, on a peut-être une communauté d'autres nomades qui sont là et avec qui on va pouvoir échanger. Donc, j'en ai certains comme ça, pas beaucoup heureusement, mais qui sont revenus en disant, non, finalement, le nomadisme, c'est pas fait pour moi. Je dis, non, mais attends, déjà, on va remettre les points, c'est peut-être pas vraiment du nomadisme que tu as fait, quoi. Non, mais c'est sûr, mais tu as des gens qui savent pas, qui testent la mise en inconfort que représente de partir ailleurs, loin de leurs potes et loin de leur famille, et qui sont désarçonnés et qui perdent émotionnellement leur stabilité. Et moi, tu as des gens qui sont revenus effectivement et qui disent j'en suis pas, je pensais, mais j'en suis pas capable, j'aime pas ça. En fait, j'aime pas ça. Ça me déstabilise trop. Ça dépend de l'histoire de la personne. Ah bah oui, c'est pour ça que souvent, moi, je recommande d'y aller par étapes. C'est-à-dire de tester déjà si la distance ne pose pas de problème, comme tu dis, avec les amis, la famille, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, on étale dans le temps, et pour voir si l'inconfort devient du confort de plus en plus. Mais c'est pour ça que Julien est surtout dans cette situation-là. Il a une équipe multiculturelle. Donc forcément, ils ont l'habitude de se dissocier de leur cocon et ils savent très bien manœuvrer dans un autre environnement. Après, je pense que bon, on est aussi plus, on est dans un environnement où aujourd'hui on fait tous un semestre, voire une année à l'étranger. Mais moi, j'y vois pas une grande différence par rapport à un expat au final. Alors oui, l'expat, il est encadré parce que la boîte, elle te cocoon, elle te fait ton déménagement et tout. Mais au final, c'est la même chose, hein. Moi, j'ai vécu au Moyen-Orient pendant presque 10 ans avec mes parents. Bah oui, il y a un moment donné où c'est un peu compliqué, mais c'est pas différent d'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, quoi. Pareil, je suis une fille d'expat, donc je suis née à l'étranger, j'ai vécu à l'étranger pendant plus de 10 ans, donc pour moi, c'est assez difficile. En fait. Mais c'est vrai que c'est pas... Ma valise, elle est prête en 2 heures, quoi. Ouais, oui. Et nous, on a survécu à l'expatriation, alors que les communications, ça valait 60 balles de la minute. Oui, c'est ça. Nous, en Afrique, on courait après les camions de patates. Ah, bah, aujourd'hui, on court après le Wi-Fi. À chacun, ses dilemmes d'époque. Non, mais effectivement, un des problèmes d'aujourd'hui, c'est le productivisme et la nécessité de travailler, ce qui n'est pas évident. Justement, quand tu es hors contexte, quand tu es hors sol, déjà, tu as une tendance à avoir besoin de créer du lien, donc ça prend un peu de temps, et à découvrir. Pourquoi pas? Je veux dire, si tu es ailleurs, autant que ce soit que tu ailles visiter. Et donc, du coup, la notion d'efficacité, de gestion du temps n'est plus la même. On n'est plus dans le café entre soi. On est dans je suis dans le transactionnel, je livre, j'ai bien compris les demandes, je suis professionnelle et je sais couper pour aller voir la vie. Ouais.
Et ça, aujourd'hui, c'est quand même essentiel. Bah non, mais ça dépend des gens, tu vois. Et c'est pas tout le monde qui veut. C'est pas tout le monde qui veut. C'est pas tout le monde qui veut. Il y a beaucoup de gens qui vont freiner parce toutes leurs peurs vont apparaître parce qu'ils ont entendu, ils ont ouï dire, et ils n'ont pas expérimenté jamais la sortie de leur zone connue. Cinquième partie, comment savoir si l'on est fait pour être digital nomade. Plusieurs choses, c'est aussi parce que c'est un choix qui peut être vite gratifiant de devenir digital nomade, mais ça va aussi nécessiter d'avoir des compétences et des ressources quand même assez spécifiques. On a l'autonomie, la capacité de s'autodiscipliner, c'est quand même des choses qui sont importantes quand on est digital nomade, de savoir travailler de manière indépendante. On a la flexibilité et l'adaptation au changement, qui va être aussi très demandé parce qu'on peut être confronté à des défis régulièrement. Alors, je parle de fuseaux horaires ou d'environnement de travail inhabituel, mais voilà, il peut y avoir plein d'autres choses. Et se dire, OK, comment je vais m'adapter à ces situations ou comment je vais arriver à maintenir un peu ma qualité de vie au travail et ma qualité de travail tout court. On a donc à nouveau cette capacité de travailler de manière indépendante. Ça veut dire capable de prendre des décisions éclairées, de travailler efficacement sans supervision directe. Et donc, c'est aussi être en capacité de le faire. On a aujourd'hui des collaborateurs qui peuvent peut-être pas être encore 100% autonomes. Donc, c'est comment on peut les accompagner. Si eux, leur souhait, c'est d'être nomades, c'est comment les accompagner aussi à devenir de plus en plus autonomes. La gestion de son temps est également importante pour les digital nomades, parce que le travail peut être différent selon que les projets et les clients. Hein. Donc, il doit aussi être capable de respecter un planning, de faire les choses en respectant les délais. Donc, ça, c'est des choses qui sont efficaces. Et j'ai envie de dire que c'est des choses qui sont évidentes pour tout collaborateur, pas forcément des digital nomades, mais peut-être un peu plus quand ils sont à distance et quand ils sont freelance et à distance. Et la communication, ça reste pour moi un des points essentiels, de savoir travailler en équipe, de savoir travailler à distance, de pouvoir échanger et communiquer. Et là-dessus, je dirais qu'il y a souvent la thématique de la CNV, de la communication non violente, qui peut être aussi très importante. Savoir dire les choses aux personnes quand elles sont à distance. J'avais fait des formations là-dessus où, à un moment donné, dans les échanges d'emails entre collaborateurs, il y avait le collaborateur qui disait quelque chose à quelqu'un et la personne qui le recevait le prenait comme une pique, une méchanceté, alors qu'en fait, pour l'autre, c'était juste une manière d'écrire pour dire les choses. Et donc, il y avait ce côté comment on arrive à décrypter des fois des messages ou à croire qu'il y a un message derrière un message, que ce soit par écrit sur un chat, par email ou quoi que ce soit. Et ça, cette communication écrite, il faut aussi penser à la travailler et à démystifier certaines choses. Dans une des formations, c'était par exemple, moi, un email qui commence pas par bonjour, je réponds pas, ou le merci d'avance, je le supporte pas. Et arriver à se dire les choses entre collègues, se dire, ben voilà, quand tu m'écris ce genre de message, voilà comment je le ressens. Et est-ce qu'on pourrait éviter ou est-ce qu'on pourrait essayer de modifier certaines choses. C'est aussi des choses qui vont faciliter la communication, les échanges entre les collègues qui sont aux quatre coins du monde, et de se dire ils vont pouvoir continuer à travailler ensemble parce qu'ils vont arriver à communiquer, à échanger entre eux. Et ça reste essentiel. Et ça, pour le coup, la communication non violente, ça peut vraiment aider. Les questions du coup à se poser pour déterminer si l'on est fait pour ce mode de vie. Alors j'en ai pris quelques-unes, mais il pourrait y en avoir plein. On est toujours sur est-ce que je suis capable de travailler de manière autonome, de manière efficace, est-ce que je sais travailler à distance, est-ce que je suis capable de supporter le stress et les imprévus, est-ce que je suis capable de faire face à l'incertitude et aux changements constants, est-ce que je suis capable de m'adapter. Et donc, en face de chaque question, se dire, oui, à telle situation, j'ai fait ça, j'en suis capable, ou non, là, je dois encore un peu m'améliorer. C'est aussi important de se rendre compte de ses forces et de ses faiblesses, en tout cas de ses axes d'amélioration, lorsqu'on veut travailler à distance, se dire, OK, si je supporte pas être loin de ma famille et qu'en plus de ça, je sais pas travailler à distance, peut-être que le nomadisme n'est pas le plus facile, la chose sur laquelle il faut aller dans un premier temps. Voilà, il y a forcément encore des petites choses encore à travailler au fur et à mesure. Et puis, pas hésiter à se lancer, de toute manière. Il faut essayer.
C'est ce que je disais, à un moment donné, il faut pourquoi pas choisir une destination et se dire, bah, tiens, je vais tester, est-ce que je préfère aller dans une ville, est-ce que je préfère être dans une campagne, est-ce que je préfère être à la montagne ou au bord de l'eau, est-ce que je veux quelque chose d'exotique ou je veux quelque chose qui soit, je sais pas, peut-être juste à 4 heures de chez moi. L'idée, c'est de choisir une première destination, de tester quelques semaines. Je sais pas, quelqu'un qui vivrait à Paris, je lui dirais, bah, pars 3 semaines sur la côte à Biarritz et tente l'expérience. Et puis, bah, après, c'est, bah, tu vas, je sais pas, en Espagne, tu vas au Luxembourg, puis tu vas un peu plus loin au fur et à mesure. Et puis, on voit comment ça se passe. On y reste de plus en plus longtemps. Ça aussi, c'est des petites choses qu'on peut tester assez facilement. Il y a la checklist qui est aussi disponible sur le site Nomadlist, qui est plutôt pas mal, qui est un peu la checklist de toutes les destinations pour vérifier qu'on n'a rien oublié, un peu comme la checklist avant les vacances. Est-ce que la connexion Wi-Fi est bonne, quel est le coût de la vie sur place, est-ce qu'il y a des endroits pour bosser, est-ce qu'il y a des coworking, est-ce qu'il y a des cafés, est-ce qu'il y a des co-living. On parlait justement de l'idée de vivre et travailler ensemble dans une grande maison avec d'autres nomades. Bah, est-ce qu'il y a des co-living qui existent, est-ce qu'il y a des endroits qui sont plutôt sécures ou plutôt dangereux si je suis une femme et que je décide de voyager toute seule. Est-ce que je vais dans une ville où il y a souvent la fête ou est-ce que c'est dans une ville qui est plutôt calme? Voilà, c'est autant de questions auxquelles il faut se poser. Et ça, c'est sur Nomadlist. Du coup, il y a plein de questions comme ça qui vous proposent. Et je trouve ça plutôt sympathique. Et puis le fait de discuter, je vous le disais tout à l'heure, avec d'autres digital nomades sur place. Il y a plein de groupes Facebook. Si vous tapez digital nomade plus la destination que vous recherchez, ou si vous tapez juste digital nomade français, vous allez avoir plein de communautés qui apparaissent, et notamment la communauté des digital nomades français, tout simplement, où on peut poser plein de questions, où on peut justement se dire, bah, tiens, je vais dans tel endroit, qui y est déjà allé? Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous y êtes encore? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, ça peut être des petites choses sympas. Vous avez aussi sur Instagram directement. Si vous tapez la localisation, vous allez en trouver. Et puis comme ça, vous allez pouvoir rencontrer énormément de personnes sur place. N'hésitez pas dans les premiers temps à aller dans les cafés ou les coworking pour rencontrer potentiellement d'autres personnes qui pourront vous recommander encore plus de choses. C'est réseauté, le fait d'aller écrire à d'autres digital nomades aussi, on risque rien. C'est juste se dire, bah, tiens, je vais aller échanger avec des personnes qui potentiellement vont me conseiller des bons plans. Donc, ça peut être aussi des choses intéressantes à faire. Et puis, du coup, c'est se dire que, OK, le digital nomadisme, c'est un mode de vie en pleine croissance, même si, effectivement, comme on se disait, quand on est expat, on était déjà un peu nomade. Mais c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la mode, ça se recycle et ça revient. Aujourd'hui, on a peut-être plus de chances encore d'être nomade grâce à la technologie et grâce à toutes les professions qui émergent et qui peuvent se faire à distance. Regardez la preuve, on fait ce webinaire à distance, je pourrais être sur une plage si je voulais. Donc c'est vrai que ça offre de plus en plus de possibilités pour les travailleurs nomades, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui ont compris les avantages du travail à distance, que ce soit la réduction des coûts liés aux locaux aussi, tout simplement. La réduction en termes de déplacement professionnel. Aujourd'hui, quand on rencontre un prospect ou un client, on n'est pas obligé de faire 2 heures de route pour aller le voir, on se fait une visio, donc déjà rien que ça, c'est intéressant. Et puis c'est aussi une manière d'attirer des talents du monde entier. Aujourd'hui, le recrutement ne se fait pas forcément à l'échelle de la France, mais plutôt à l'échelle du monde. Donc, c'est se dire que en recrutant des nomades, on peut être tout aussi efficace. Et ça aussi, c'est ce qui facilite les postes en télétravail qui augmentent chaque année. On le voit, c'est de plus en plus important et c'est de plus en plus réclamé aussi par toutes les jeunes générations. C'est un facteur de développement économique pour les régions qui accueillent ces travailleurs. Encore plus dans les zones rurales ou un peu moins développées, mais voilà, tous les travailleurs indépendants comme ça peuvent vraiment apporter indépendants ou nomades simplement, peuvent apporter vraiment des compétences et des connaissances à des entreprises locales.
Et ça peut vraiment contribuer à une croissance économique dans plein de régions du monde. Et donc ça, je trouve que c'est aussi une bonne idée. Et puis, l'évolution aussi des modes de travail et l'augmentation de la demande pour le travail à distance, ça va faciliter encore plus le développement de ces envies de travailleurs nomades. Ça inclut des plateformes de travail collaboratif en ligne, des outils de communication en temps réel, des services de location d'espaces de travail flexibles. Donc ça aussi, c'est bien de pouvoir penser aussi l'ergonomie et l'environnement de travail. C'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Donc voilà, dans l'ensemble, les perspectives d'avenir pour le digital nomadisme, j'ai envie de dire, c'est plutôt prometteur. C'est vrai que ça offre une grande variété d'opportunités pour tous les travailleurs nomades, qu'ils soient salariés ou freelance, ainsi que pour les régions qui les accueillent. Et se dire que, effectivement, ça demande de la préparation, ça demande de l'adaptation, ça demande de la curiosité, ça demande de l'ouverture d'esprit pour vraiment arriver à en profiter pleinement. Parce que ce mode de vie qui est aujourd'hui en plein essor va certainement encore faire parler de lui. C'est pas pour autant que les bureaux, les collègues, c'est fini, au contraire. Il y a aussi beaucoup d'entreprises et beaucoup de collaborateurs qui demandent à réavoir des échanges avec des collègues au quotidien. Parce que il faut de tout, de toute manière, dans une entreprise. Donc, il y en a qui ont envie d'être nomades et d'autres qui n'ont pas envie. Ça se respecte. Et l'idée, c'est d'arriver à harmoniser les besoins de chacun pour permettre à tout le monde de trouver sa place, d'être épanoui et à l'entreprise d'être efficace économiquement et d'être productif. Parce qu'une entreprise qui roule pas, à un moment donné, ça va pas le faire. Donc voilà, je terminerai là-dessus. C'est une tendance qui est clairement appelée à s'accélérer. Et il y a des opportunités de dingue pour tous ceux qui veulent travailler à distance. Je vous ai partagé du coup des liens de job board, de blog, de newsletter. N'hésitez pas à aller les dévorer si ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à réseauter avec plein de digital nomades qui seraient autour de vous, parce que le réseau, c'est la vie malgré tout. Et c'est ce qui va vous permettre de faire les plus belles rencontres. Voilà pour ma part, ce que je pouvais vous partager sur le digital nomade. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un avis. Moi, j'ai juste une petite question pour Estelle, parce que ça m'intéressait beaucoup l'idée du travail et du monde de la voile. Est-ce que tu as vu des problèmes d'ordre technique pour te connecter dans les ports de plaisance? Parce que moi qui travaillais dans les télécoms, j'ai eu des clients qui étaient justement soit des villes, soit des compagnies de transport, donc type P&O, donc rien à voir avec la plaisance. Mais enfin bon, maintenant, c'est bon. Enfin, je veux dire, en 2023, tu t'arrives, tu te connectes bien. Si tu parles des gros navires, ils ont tout à fait les moyens d'acheter des prestations de type Starlink. Tu sais, c'est l'installation de tous les satellites. Et alors là, oui, tout à fait. Là, tu as Netflix dans le bateau quand tu veux. Voilà, je sais, parce que justement, nous, on les a vendus. Je te parle de ça il y a 25 ans. Mais je pensais pour toi qui, effectivement, tu es sur ton kata. Pour les voiliers, c'est un peu différent. Tu utilises vachement encore les communications téléphoniques. Tu en as qui utilisent même des technologies prévues pour le camping-car, tu vois, pour pouvoir avoir des réseaux. Moi, j'ai bossé justement en catamaran en Corse-Sardaigne. Et j'avais besoin de connexion tous les jours. Non, c'est pas toujours couvert et c'était juste un voilier, donc il n'y avait pas toutes les installations. J'utilisais que mon téléphone et on n'est pas toujours couvert. Mais un bateau qui a envie de se donner les moyens, il n'y a pas de problème en fait. Oui, non, mais je dis ça parce que comme moi je suis dans la partie, c'est vrai que les applications sont de plus en plus gourmandes en bande passante, et donc la bande passante, que ce soit 3G, 4G, 5G, je veux dire, c'est vrai que dans les villas, dès que tu as un trou de réseau, même si les villes investissent, de toute façon, tu as toujours 1 ou 2 temps de retard, et les applications, elles, que ce soit les applications vidéo, ce qu'on fait là, du Zoom, etc., ils essaient de s'adapter pour bouffer le moins de bande passante possible, mais en réalité, ils sont beaucoup plus gourmands que ce que moi j'utilisais dans les années. Moi, je ne veux pas vous faire genre quand on était sur du Edge ou je ne sais pas quoi, où on était à 5 kilobits, et donc on ne pouvait pas faire de vidéo, clairement. Donc, bon, c'était une curiosité, parce que comme tu disais, je travaille sur mon catamaran, je me disais, mais il y a du réseau maintenant en pleine mer. Oui, mais généralement, tu
fais quand même du cabotage. Si tu as besoin de travailler, tu as besoin de Ouais, bien rester sûr. à proximité des côtes. Voilà, quand tu fais une transatlantique, donc une traversée, dans ces cas-là, tu as besoin d'autres outils et ça coûte un bonbon. Voilà. Mais tu vois, même pour ce qui est gestion des urgences, bon, ça n'a rien à voir, mais le Titanic a créé un précédent qui fait que les communications pour sauver les vies en mer ont été organisées, mais sur des protocoles qui datent d'il y a trop longtemps. Et du coup, en cours, quand on enseigne, les gens disent, mais comment ça se fait? Alors qu'aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir un téléphone qui fait tout, on a un Wi-Fi qui fait tout, on a les satellites qui font tout. La limite, c'est la bande passante. Si tout le monde se met à utiliser les satellites, mais je ne te raconte pas l'état du ciel. Déjà, parce qu'un satellite qu'on arrête de faire fonctionner, on le met sur une orbite garage. Bienvenue dans le deuxième monde de demain, quoi. C'est-à-dire que tu as des satellites morts qui sont sur des orbites garage. Et ça, effectivement, nous tous, qu'on soit terriens ou nomades, on l'utilisera. Donc, on va polluer là-haut. Et du coup, l'avenir, en tout cas dans les télécoms, c'est d'aller récupérer le matériel et de le faire tomber dans les zones les plus lointaines possibles des habitations et ensuite de le réutiliser et de le recycler. Parce qu'un satellite ne dure que 10 ans une fois qu'il est envoyé. C'est pour ça qu'ils en envoient régulièrement. Tu as plein de générations de constellations qui sont émises. Ouais. Et Et oui, d'ailleurs, enfin, moi, j'ai travaillé dans une boîte qui posait des câbles sous-marins. La mer aussi, c'est assez, ça commence à être assez fouillis. Maintenant, il ne faut pas s'amuser à faire de la plongée en Méditerranée. Toi qui es de là-bas, tu vas trouver pas mal de câbles aux alentours de Marseille. tu as tellement Ils raison. en posent tous les 6 mois. Anyway. C'est ça, hein. Je veux dire, c'est le monde de demain et c'est ce qui consomme le plus d'énergie aujourd'hui. C'est ça, parce que, ouais, excuse-moi de te couper, mais je disais, dans le nomadisme, on peut pas se couper du fait qu'il y a toute une problématique technique et environnementale qui est pas négligeable. Mais bon, il y a eu la télématique, en tout cas en France. On était en avance sur la télématique avant Internet. Après, on est passé sur Internet. Et ensuite, il y a eu toutes ces entreprises qui ont créé des applications pour les mobiles. Et ils sont repassés à des technologies un peu plus basiques pour que ça rentre dans les téléphones. Mais maintenant, tu auras peut-être des systèmes encore de miniaturisation. Mais c'est sûr qu'il y a un moment donné, comme pour les... Ça, c'est un avis personnel, mais comme pour les pesticides, il y aura un plafond à ne pas atteindre, quoi. Et on verra. On verra. C'est bien de se connecter localement. Et tu vois, tu parlais du réseautage. Le réseautage par Internet, ça se fait. Il y a aussi les business networks internationaux, BNI. Ça, ce sont des regroupements de professions qui ont comme charte de départ, on est 1 ou 2 maximum par professionnel d'un domaine dans le groupe. Et à chaque fois qu'un de nos clients a un besoin implicite ou explicite, on recommande quelqu'un du groupe. C'est de la cooptation. Tu ne connais pas vraiment le niveau des autres, donc tu ne sais pas si tu recommandes quelqu'un qui est bon, mais le principe, c'est qu'on recommande quelqu'un du groupe. Et en fait, ça, pour certains métiers, ça te génère des chiffres d'affaires pharaoniques. Pour certains métiers, oui, parce qu'il y a une demande, mais qui n'arrive jamais à ta porte, elle arrive à la porte des autres. Et comme tu es dans ce groupe-là, eh ben, ça arrivera à ta porte. Estelle, je suis désolée de vous couper, mais effectivement, j'ai Alix qui nous dit qu'elle veut récupérer sa bande passante pour 14 heures pour les euros d'entrée. Pour les 4A, voilà. Je suis désolée, je me permets, mais effectivement, il y a un petit étudiant qui attend dans la salle d'attente là, pour 14 heures, donc j'ai pitié de lui, je ne voudrais pas le faire trop attendre. D'ailleurs, c'est une étudiante. Voilà, on fait aussi les euros à distance, vous voyez. Par rapport à notre époque, ça a bien changé, où on venait à Angers pour passer les euros, et ben maintenant, on fait aussi passer les euros à distance, parce que tout le monde ne peut plus venir, ceux qui sont en stage, ceux qui sont à l'étranger. Donc, on a cette possibilité, c'est aussi ça, un peu le digital nomadisme. L'ESCA s'adapte aussi pour son concours. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous aura plu. Si vous êtes là, restez, c'est que Amélie, comme d'habitude, a été passionnante. Je vais fermer le webinaire et puis, comme je vous dis, je mettrai l'enregistrement sur la chaîne YouTube, si jamais ça vous dit de le revoir ou de le faire passer à des copains de promo ou de copains qui n'ont pas pu le voir. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Merci. Merci, au revoir. Ouais, merci à tous. Super, merci. À bientôt.